lorsque Trump a appelé Poutine pour lui proposer de se joindre à une rencontre avec Zelensky, Poutine a répondu « Vous n'êtes pas obligé de venir, je veux le voir en tête-à-tête ». Oui, c'est quand même aussi très étonnant. À Moscou, hein, donc c'est ça, sa volonté, c'était de faire... Alors là, il n'avait pas encore précisé Moscou, il avait juste dit tête-à-tête, mais c'est vrai que c'est quand même étonnant quand on sait effectivement qu'il n'a jamais envisagé, ni même de le considérer, il ne le considère pas comme un chef d'État, Volodymyr Zelensky. Non, mais tout à fait, d'autant que le contentieux qu'il y a entre eux date d'avant que Zelensky soit président, parce que Zelensky avait déjà, alors qu'il était encore animateur, il avait vraiment pris position contre Poutine, il a dit des choses, bien sûr, dans une émission qui était de grande écoute, hein, il ne faut pas l'oublier, qui, si on se penche un petit peu sur cette histoire entre Zelensky et Poutine, qui était assez violente par rapport à l'Ukraine et par rapport à la politique intérieure de Poutine. Donc on parle de choses sérieuses. Simplement, je voudrais rappeler quand même qu'au mois de mai, il a déjà été envisagé qu'ils se rencontrent. Or, Poutine n'y est pas allé. D'ailleurs, Trump avait dit... Mais Poutine avait quand même rapidement dit qu'il n'irait pas. Enfin, oui. Non, pas du tout. On a attendu jusqu'au mercredi. Il n'a jamais dit qu'il irait. Oui. C'est ça. Oui. Alors, par contre, Trump a dit, mais rappelez-vous, il était, je crois, aux Émirats, mais si j'étais venu, il serait venu. On voit déjà comment ça fonctionne avec lui. Mais Trump réalise pas que là, Poutine, il joue la montre. Et il continue de jouer la montre. Pendant ce temps, sur le terrain, il espère faire avancer ses pions. On est sur un schéma où, si on ne comprend pas que Poutine, comme le disait Violetta, n'a pas du tout envie que cette guerre cesse, parce que c'est un besoin existentiel, je le dis vraiment, pour sa place en Russie. Parce que si la guerre s'arrête, c'est pas évident qu'il va pouvoir continuer à mobiliser toute l'opinion sur quelque chose qui est un objectif de dire nous sommes attaqués, on doit se défendre et créer une force autour de lui. À la décharge, une phrase juste pour à la décharge de Donald Trump, pardon, j'ai envie quand même de rappeler que c'est pas le premier qui se fait avoir et qui a besoin d'un temps, en fait, pensant qu'en regardant les yeux dans les yeux, il va pouvoir avancer. Emmanuel Macron a fait la même chose, hein, donc on a tous été témoins. Et j'ai envie quand même de rebondir sur ce que vous disiez sur Zelensky. En 2014, effectivement, il était déjà très connu, animateur télé, divertissement et tout ça. Il a fait une déclaration, mais il n'était pas violent. C'était un peu style Vladimir Poutine, arrêtez cette guerre, arrêtez tout ça, je peux me mettre à genoux pour demander au nom de l'Ukraine et tout ça. Mais il n'a pas été dans la confrontation. Et au moment où il a fait sa campagne présidentielle, il n'était pas dans la confrontation. Il pensait lui aussi qu'une fois président, il a couru pendant un an derrière, enfin 6 mois à peu près, ils ont mis avec Emmanuel Macron et la diplomatie française et ukrainienne pour organiser une rencontre avec Poutine à Paris en fait. Hein. Et c'est à ce moment-là seulement, après, et même jusqu'à l'invasion à grande échelle, et Zelensky ne pensait pas que la Russie allait franchir ce pas. Donc, c'est pas les premiers. À la décharge de Donald Trump, en fait, il lui faut un certain temps pour comprendre qu'on te regarde avec des yeux de serpent et qu'on dit tout pour te magnétiser, pour te faire perdre ta lucidité et ton raisonnement. Mais tout ça, c'est. Tu regardes pas. Il faut pas faire la distinction entre. Il faut faire la distinction entre dire et faire. On dit quelque chose et on fait le contraire. Justement, allons à Moscou pour voir justement ce qui se dit à Moscou. On va aller retrouver Jérôme Garraud qui est sur place sur Helsinki. C'est vrai que les préparatifs, en tout cas pour cette rencontre ait lieu, sont en cours. Hier, on a appris effectivement que le président russe avait proposé de rencontrer son homologue ukrainien à Moscou. Peut-être une façon d'écarter directement l'existence de ce sommet. On retrouve Jérôme Garraud. On peut dire que les Russes tentent, c'est une technique de négociation que de proposer et de laisser l'autre partie refuser. Mais cette information selon laquelle l'invitation a été faite à venir à Moscou, cette information n'est pas confirmée côté russe. Tout comme de manière générale, vous en parliez en plateau, la rencontre entre Volodymyr Zelensky et Vladimir Poutine n'est pas encore confirmée officiellement par le Kremlin. Je vous ai pris un journal que j'aime bien vous montrer dans cette émission du matin qui s'appelle Commerçante. C'est un quotidien économique moscovite et vous voyez en une, vous avez cette fameuse photo des Européens à Washington, je vous le rapproche un petit peu, et ce journal pointe un petit peu les zones de flou dans les déclarations des Européens à l'issue de ce sommet. Et c'est plutôt ça qui risque de faire dérailler cette rencontre entre Volodymyr Zelensky et Vladimir Poutine, notamment sur les garanties de sécurité de l'Ukraine. Il y a plusieurs lignes rouges qui ont déjà été tracées à plusieurs reprises par les Russes. Pas de soldats de l'OTAN sur le sol ukrainien, par exemple. Et les Européens ont dit qu'ils vont réfléchir pendant 10 jours pour proposer quelque chose.
tant qu'il y aura des zones de flou comme celle-ci, cette rencontre restera fragile et les Russes vont un petit peu tirer en arrière, ils ne vont pas s'engager sur un sommet. Voilà, d'où l'importance capitale d'arriver à quelque chose cette semaine, d'arriver à des conditions, des garanties de sécurité qui sont crédibles sur la table pour pouvoir dire voilà, maintenant, à vous. Oui, mais pour discuter, il faut avoir quelque chose à discuter. Et que au moins l'un des deux belligérants soit d'accord avec ce qu'on va lui proposer. Or, on connaît la ligne de Poutine. Et cette ligne de Poutine, on le sait. Et je pense que Trump, s'il n'avait pas sorti la carte à la réunion avec les Européens, ça voudrait dire qu'il n'avait rien compris. Mais il a sorti une carte qui d'ailleurs était fausse sur les fameux échanges. Elle se joue quand même. Et c'est tout le problème de l'agression. La question a été évacuée ce lundi justement pour que les deux hommes puissent en parler en tête-à-tête. Donc oui, mais, il n'a pas été question ce lundi à Washington. Je partage votre point de vue, mais quand vous allez parler de quelque chose, c'est quelque chose, pour se mettre sur un accord, il faut mettre en place une raison de se mettre d'accord. Or, cette raison, elle est quoi? Elle peut être que territoriale. Il n'y a pas d'autre raison. Oui, vous savez pourquoi la question a été évacuée les territoires à Washington? Parce que tout simplement, on a expliqué devant la carte à Donald Trump que depuis novembre 2022 jusqu'à août 2025, presque 3 ans, la Russie a gagné 1% de territoire ukrainien supplémentaire. En fait, ils étaient à 109 000 km. Pas depuis 2022. Novembre 2022. Depuis novembre 2022. Après la contre-offensive, en fait, quand on a libéré la partie Kherson. Donc, ils étaient à 109 000 km en novembre 2022. Ils sont à 115 000 km maintenant en 2025. Et ça, c'est les données Deep State, enfin tous ceux qui surveillent. Donc tout ça, en fait, ce sont des arguments. Et en plus, les renseignements britanniques qui considèrent qu'il faudrait 4 ans et demi à l'armée russe pour occuper tout le Donbass. Les 4 régions là qu'ils ont inscrites de façon précipitée dans leur constitution, mais qu'ils ne contrôlent pas à 100%. Et que ça leur coûterait 2,5 millions d'hommes, en fait, en perte. Donc les Russes n'ont même pas la capacité. Ils sont dans le Donbass depuis 2014. Et en 11 ans, ils ont progressé. Bien sûr, ils ont presque un cinquième de pays. Et donc, avec ces arguments et cette présentation, ça venait contrebalancer la propagande et la communication, la rhétorique russe pour dire on avance. Vous vous souvenez, toute la semaine dernière, il y a 10 jours, on était à fond sur la percée autour de Pokrovsk, en fait, à 15 km. Mais c'était du pchik, c'était juste pour avoir un message communicationnel. Avant l'Alaska, effectivement. Effectivement. Alors, juste, on parle de cette bilatérale, on ne sait pas si ça va avoir lieu, mais il faut trouver un lieu. Il faut trouver un lieu pour qu'elle ait lieu. Regardez cette carte qu'on vous montre. Il y a plusieurs pays, effectivement, qui se sont portés candidates. Emmanuel Macron a parlé de Genève, l'Autriche. Dit qu'elle a une longue tradition effectivement d'accueil aussi de ces réunions. La Hongrie, pourquoi pas la Hongrie, le Vatican, on sait que le pape a aussi proposé d'accueillir les deux hommes. Istanbul, où ont lieu toutes les dernières négociations entre les délégations russes et ukrainiennes, mais aussi donc l'Arabie Saoudite, les Émirats ou encore la Finlande. Commençons par la Hongrie d'ailleurs. Regardez ce que nous dit Bloomberg. Lors de son appel avec Trump, la Hongrie a exprimé son intérêt pour l'organisation d'une prochaine série de négociations entre le président russe Vladimir Poutine et Zelensky. C'est en Europe, mais c'est la Hongrie, ça pourrait peut-être fonctionner pour le président Poutine, donc qui n'a pas répondu à l'appel de la Suisse, ce qui lui offre pourtant une immunité. Ça pourrait être en Hongrie, Jean-François Boutor? Oui, justement, on vient d'apprendre que la Hongrie a... Les livraisons de pétrole russe viennent de reprendre à la Hongrie, puisqu'elles avaient été stoppées après une frappe ukrainienne sur une sous-station de l'oléoduc Druzhba dans la région de Koursk. Mais la Hongrie, elle est évidemment l'allié dans la région, elle est l'allié de Vladimir Poutine. Et par ailleurs, on ne peut pas non plus oublier que ça ferait assez plaisir à Jill Evans, pour qui la Hongrie, c'est le modèle de ce que devrait devenir l'Europe, un régime illibéral qui met dehors les étrangers, qui combat l'homosexualité, etc., etc. Donc, en opposition avec l'Union européenne aussi. Mais c'est pas possible pour Zelensky, parce que il y a aussi un contentieux hongrois. Ukrainien. Il y a eu, il y a quelques semaines, des Hongrois qui ont été arrêtés sur le sol ukrainien parce qu'ils étaient en train de faire des manœuvres pour essayer de soulever un prétendu irrédentisme hongrois en Ruthénie. Et je vous rappelle que quand Tusker a interviewé Poutine,
il a évoqué cette question en disant mais dans l'est de l'Ukraine il y a beaucoup de minorités et qu'est-ce que vous faites, qu'est-ce que vous en pensez, et Poutine a dit la Hongrie qu'elle prenne tout ce qu'elle veut. Oui, bon. La logique des prédateurs. Mais honnêtement, moi je pense que pour Zelensky, c'est sûr que Moscou ça exclut, mais les autres endroits, il y aura de toute façon. Oui, pour Zelensky, oui, mais le problème c'est Vladimir Poutine. Parce qu'il est sous mandat de la Cour pénale internationale, il ne peut pas prendre n'importe quel vol, il ne veut pas survoler les territoires aériens où il risque que son avion peut prendre un missile ou on peut le poser de force en fait, à forcer pour atterrir. Et donc la problématique vient de Poutine. Zelensky, je pense qu'il ne serait pas en train de chipoter. Je me demande mais pourquoi il n'y a pas sur la carte que vous avez montré Kiev aussi, le drapeau ukrainien. Poutine pourrait venir à Kiev aussi pour rencontrer Zelensky. Bah oui, il pourrait lui refaire l'offre que lui-même lui a faite en lui disant de venir à Moscou. À Moscou, effectivement. Rome aussi, le Vatican peut accueillir les deux hommes. On sait que le pape, effectivement, a fait depuis longtemps cette offre-là. Et puis l'Autriche aussi. L'Autriche s'est dit. L'Autriche, effectivement, par la neutralité qui est inscrite dans la Constitution depuis 1955, je pense, et c'est un hub en fait diplomatique. On accueille toutes les organisations internationales. En fait, ils ont des sièges et tout. Et il y a une histoire aussi de négociations dans le passé, au moment de la guerre froide. C'était un peu le pont entre l'Est et l'Ouest et tout. Et par contre, oui, Poutine ne serait pas vraiment remonté parce que l'Autriche a appliqué les sanctions, mais sans excès de zèle, en fait. Les sanctions c'est européennes. ce qu'il reproche à la Suisse. À la Suisse, effectivement. Donc, mais l'Autriche, donc, ça peut être une option. Mais encore une fois, il faut moi, je pense qu'avec la paranoïa de Poutine, hors de question qu'il mette le pied en Europe, ni au Vatican, ni nulle part ailleurs. Donc il n'ira pas, ça c'est sûr. Il est bunkérisé chez lui, il utilise 3 convois pour qu'on sache jamais. Il a pris 2 avions différents ont volé, on ne savait pas dans quel avion, quand il allait en Alaska, parce qu'il y en avait 2 qui sont atterris, on pensait que... Bref, donc il est tellement paranoïaque, il ne viendra pas en Europe.